Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Bonjour Frédéric Oudéa. Bonjour. Directeur général du groupe Société Générale. Vous avez publié vos résultats hier, premier trimestre 2022. C'est un bon trimestre, c'est même un très bon trimestre, disent certains analystes. On va en parler dans le détail dans un instant. Est-ce que vous n'avez pas un peu mangé votre pain blanc, compte tenu de la conjoncture internationale, des incertitudes qui sont devant nous, dont on va parler? Est-ce que ce n'est pas le dernier très bon trimestre? Je ne crois pas. C'est un très bon premier trimestre, dans la foulée de l'année 2021, qui était à un niveau historiquement élevé pour la Société Générale. Mais ça traduit des dynamiques profondes, intrinsèques de nos métiers. Alors bien entendu, la conjoncture à venir est plus incertaine que celle qu'on a eue l'année dernière, mais je reste confiant sur l'ensemble de l'année. Même si on ne sait pas si on sera en récession dans quelques mois. On voit que les États-Unis, moins 1,4 au premier trimestre, 0 pour la France. Pour l'Europe, c'est guère mieux. La Chine, qui menace, elle aussi, de ralentir très fortement avec les confinements. C'est un peu inédit, une économie mondiale où tout d'un coup, les trois grands pôles économiques seraient en récession. Je ne dis pas qu'ils y sont, mais ils peuvent l'être. Alors oui, il y a de l'incertitude. Le conflit en Ukraine, des risques géopolitiques encore incertains. Cet enjeu essentiel de l'inflation, est-ce qu'elle est à relativement court terme? Est-ce que les politiques des banques centrales vont permettre progressivement un atterrissage ordonné? C'est notre scénario, c'est le scénario central de nos économistes. Et puis il y a des scénarios plus divergents où on n'arrive pas à maîtriser cette inflation, elle se traduit par l'augmentation des salaires, les taux montent plus vite, et puis on entre, y compris dans des périodes peut-être de récession et donc de ces fameuses stagflations. Il y a de l'incertitude, ça ne doit pas nous détourner au fond de notre capacité, nous, à accompagner nos clients, des transformations structurelles de nos business models. Il y a des activités qui sont aussi très résilientes à ce type de scénario. Bref, je le répète, ça prendra aussi un peu de temps, hein. Je crois que nous aurons, encore une fois, nous sommes confiants sur l'année 2022. Encore un autre risque que j'aimerais évoquer avec vous, le risque marché. On a pendant des années vécu avec de l'argent facile, en tout cas de l'argent pas cher. Il y a eu des bulles, on peut parler de bulles sans doute sur certains marchés. Les actions, regardez le Nasdaq américain qui a perdu quand même plus de 20% depuis le début de l'année. L'immobilier peut-être aussi. Est-ce qu'il y a un risque, parce que tout d'un coup, le taux du crédit, le taux de l'argent augmente, que toutes ces bulles explosent en même temps ? Je pense que ce que les marchés n'aiment pas, c'est d'être surpris. Donc là aussi, ça repose beaucoup sur l'habileté des banques centrales à indiquer leur trajectoire d'augmentation de taux. Et vous avez, comme vous l'avez dit, eu déjà des corrections. Parce que les taux remontant, les croissances baissant, il y a des anticipations de moindre croissance sur des valeurs tech en particulier. Mais ça se fait de manière assez ordonnée jusqu'à présent. À l'inverse, s'il y avait des surprises venant de nulle part, oui, on peut avoir des corrections plus brutales. Encore une fois, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a un chemin pour un atterrissage, je dirais, ordonné des choses. C'est intéressant parce que quand on vous écoute, on se dit que ça va peut-être se jouer à un ou deux mots de travers ou de bons mots de Jay Powell ou de Christine Lagarde. Pas seulement un ou deux mots, mais le réglage complexe des banques centrales est essentiel dans cette affaire. Votre clientèle d'entreprise, on a vu à quel point finalement, on parle notamment de la France, les sociétés françaises sortent relativement solides en matière financière de cette crise qu'on a traversée depuis 2 ans, avec la crise d'avant, celle de la pandémie, je ne parle pas encore de la crise qui est devant nous, avec une situation assez solide. Ça veut dire là aussi, elles sont, selon vous, armées pour traverser quoi, un semestre, une année de turbulence, 2 années de turbulence? D'abord, il faut bien souligner que l'État fait beaucoup, et les banques aussi, pour accompagner des moments un peu difficiles. Nous avons bien travaillé ensemble pour faire en sorte, effectivement, d'ailleurs on le voit au coût du risque très très bas dans nos réseaux France, la situation aujourd'hui reste saine. Alors évidemment, on revient sur le thème de l'inflation, et je pense que ce ne sera pas généralisé, ce ne sera pas un secteur entier. Dans chaque secteur, certaines entreprises auront peut-être du mal à s'ajuster. L'enjeu maintenant, c'est d'arriver pour les entreprises à préserver leurs marges. Certaines d'entre elles peuvent augmenter leur prix pour répercuter l'augmentation de leurs coûts. Toutes ne pourront pas le faire. Donc on aura peut-être un peu plus de tension sur telle ou telle entreprise, mais au total, nous restons aussi plutôt confiants. On arrive à la période où on va commencer à rembourser les PGE. Est-ce que vous sentez des difficultés de la part de certains de vos clients? Non, on n'a rien vu de significatif, en tout cas sur notre portefeuille. Si on revient sur l'activité marché, la volatilité, quelque part, ça profite aux activités de trading. Ce n'est pas forcément mauvais pour vos affaires. On a une grande volatilité en ce moment. Est-ce que, là encore, on a vu quand même certains actifs, vous l'avez évoqué au début, les nouvelles technologies, le Nasdaq américain qui commence à baisser. On nous dit aussi qu'en matière de tour de table pour la French Tech, pour les startups,
Ça commence à être plus difficile. Est-ce que vous me confirmez ça? Attendez, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, très très bons résultats sur nos activités de marché. Et pourquoi c'est important pour nous? C'est que l'année dernière, on a eu des niveaux de record de résultats. Et là, on montre que ces niveaux sont même encore supérieurs, alors même que l'environnement, non seulement est certes plus volatile, mais oui, il y a un marché qui est moins positif. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Le travail que nous avons effectué il y a maintenant 18 mois porte encore une fois ses fruits. Maintenant, ensuite, quand on regarde chaque type d'activité, il y a des choses qui ralentissent. Vous avez eu depuis février-mars moins d'introductions en bourse. On parlait de la correction des actifs technologiques. Évidemment, les investisseurs sont plus sélectifs. Probablement, les valorisations sur lesquelles ils sont prêts à entrer au capital sont plus faibles. Mais je reviens à, c'est plutôt sain ça. Si au fond, c'est un ajustement lié à un peu moins de croissance, des taux plus élevés, parce que les taux plus élevés, ça veut dire toute chose égale par ailleurs des valorisations plus faibles, si ça se fait de manière assez ordonnée, c'est pas très grave. Donc il n'y aura pas un tarissement soudain non, mais je ne crois pas. Des financements vers la French Tech, par exemple? Non, je ne crois pas. Il y a encore beaucoup d'argent disponible. Pareil, les banques centrales vont peut-être petit à petit retirer leur liquidité, mais elles vont le faire, à mon avis, de manière assez progressive. Donc, il y a des chemins d'ajustement ordonné des choses. Ça fait des années, sans doute plus de 10 ans, peut-être 15 ans aussi, qu'on parle de la crise de la banque de détail, avec ces réseaux qui coûtent très cher. Alors vous êtes moins concerné que certains de vos concurrents en matière de nombre d'agences, etc. Et vous avez aussi beaucoup développé la banque en ligne avec Boursorama, le rachat d'activités françaises d'ING. Est-ce que vous êtes sur le bon équilibre là? Je sais que vous visez 4-5 millions de clients sur Boursorama d'ici 2-3 ans. Est-ce que l'équilibre entre clientèle en ligne et clientèle en dur est le bon pour vous? D'abord, moi je suis de ceux qui pensent que ce métier va continuer à profondément se transformer. Le mot crise, c'est peut-être pas le bon mot parce qu'au fond, nous servons nos clients, nous les accompagnons, on l'a vu dans la crise, et puis on dégage des profits de cette activité. Donc, c'est pas ce que j'appellerais moi une crise. En revanche, la nécessité de transformer profondément le modèle. Alors, on le fait de deux manières. On fusionne nos deux réseaux d'agences pour créer une nouvelle banque, plus adaptée encore aux besoins des clients. On veut être parmi les champions de la satisfaction client. Une banque ancrée dans les régions. On réduit le nombre d'agences totales, mais à vrai dire, pour nos clients des deux réseaux, ils auront accès à plus d'agences en fait. Bref, optimisation de cette banque et avec des très belles choses à faire vis-à-vis des entreprises, des professionnels et des particuliers en matière d'épargne. Et puis moi, je suis de ceux qui pensent que oui, des nouveaux modèles vont s'imposer aussi. Il y a des effets de génération. La clientèle de Boursorama, elle a 35 ans de moyenne d'âge. Je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai, je vois bien la manière dont ils naviguent sur Internet. Pas qu'on aille dans une agence bancaire pour ouvrir un compte. Ils sont trop petits pour certains d'entre eux pour y aller, mais enfin en tout cas, dans 15 ans, bon. Bref, nous construisons un modèle alternatif magnifique qui s'appelle Boursorama, qui s'impose clairement comme le leader de la banque en ligne en France, qui va bénéficier effectivement de cette offre alternative aux clients d'ING en France. Et donc, ce modèle-là est une offre pour ceux qui veulent se passer d'une agence. On va évidemment revenir sur la grosse affaire des dernières semaines pour vous, c'est votre position très exposée avec Rosbank en Russie. Vous avez trouvé un acheteur. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les coulisses? Parce que quand on sait qu'on est vendeur, qu'on est obligé de vendre parce qu'on doit quitter un territoire qu'on considère comme étant hostile et ayant agressé un autre pays, l'Ukraine, quand on est vendeur comme ça, comment on trouve un acheteur sans se faire rouler? Pardon de l'expression. Bon, d'abord, moi, je voudrais vous dire à quel point, évidemment, c'est quelque chose de très douloureux pour nous, pour moi, de voir ce qui se passe. Nous avons des collègues ukrainiens, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, et puis nous avons 12 000 salariés en Russie qui étaient engagés dans notre groupe, fiers de faire partie d'un groupe international. On a géré l'immédiateté de la crise, la sécurité de nos collègues ukrainiens, la gestion des risques, la mise en œuvre de toutes les sanctions internationales, y compris en Russie. Et puis ensuite, il a fallu se dire, mais au fond, par rapport à ce qu'on avait imaginé, une relation dense, pacifique entre l'Europe et la Russie, le monde a changé. Et au fond, il faut revoir notre perspective stratégique. Pour nos salariés aussi, pour nos clients, en leur offrant un avenir. Et donc, oui, on s'est... Alors, Rosbank est une formidable banque. Il faut savoir que Rosbank a une réputation exceptionnelle sur le marché russe, est parfaitement notée, a une très forte culture de discipline des coûts, etc. Bref, c'est un actif. C'est un actif qu'on pouvait vendre relativement facilement. De trouver un investisseur. Oui, je vais vous dire, oui, parce qu'en plus, on l'avait rendu autonome. Elle ne dépendait pas de nous. Donc, on s'est tourné, je ne peux pas entrer dans le détail. Il y avait plusieurs acheteurs. Nous avons contacté plusieurs parties. Et puis voilà. Et puis ensuite, finalement, honnêtement, c'est ce choix de l'ancien actionnaire qui connaît cette banque,
qui a envie de la préserver dans sa culture. Bah, c'est ce qu'il y a de mieux pour nos 12 000 salariés. Mais vous avez quand même dû vous avez dû quand même vivre des moments très intenses parce qu'il y avait forcément une dimension politique dans cette vente. Les gens que vous aviez en face de vous, ils avaient forcément des liens avec le pouvoir russe. Est-ce que vous considérez que vous avez fait un bon deal à la fin? Parce que vous allez quoi, perdre 2-3 milliards? Écoutez, nous allons avoir effectivement un impact en PNL significatif au T2, au deuxième trimestre, 3 milliards. 3 milliards. 3 milliards. Très marginal en capital. Alors le capital, pour les non-spécialistes, c'est un peu compliqué, mais c'est fondamental de comprendre qu'en même temps, on se déleste de 15 milliards d'euros d'actifs en Russie à risque. Que vous considérez comme risqué? Bah, dans une économie qui peut fondre de 10%, je ne sais pas. Alors, c'est très difficile de valoriser, il faut être clair, un actif de ce type. En tout cas, c'est une solution qui est bien meilleure que le scénario extrême qu'on avait présenté, une expropriation. Ouais. Et ça se passe, je dirais, de manière ordonnée, y compris avec les autorités de la Banque centrale russe. C'était une volonté du pouvoir russe que ça se fasse de manière ordonnée? Non, j'ai eu aucun contact moi, avec le pouvoir russe, on n'avait pas besoin de parler au pouvoir russe. Mais en revanche, pour moi, pour les parties prenantes, les clients de Rosbank, les salariés de Rosbank, nos actionnaires, dans le long terme, c'était mieux que ce soit ordonné. Et là, on a trouvé cette solution, j'en suis heureux. À nous maintenant d'arriver à vite closer, mais en tout cas, je pense que c'est la meilleure solution compte tenu de circonstances qui ont radicalement changé. Le prix est ferme, c'est terminé, vous avez signé. Ah oui, le prix est ferme. Vous avez topé. Le prix est ferme. Bon. Maintenant, c'est la technique de closing pour signer définitivement et transférer les droits de propriété.